Washington s'est retiré de tous les grands traités de désarmement, l'un après l'autre. Antimissiles, forces intermédiaires, ciel ouvert. Les garde-fous tombent, les équilibres se défont. Ce constat, posé sans emphase, ouvre une réunion où la diplomatie cède vite la place à une lecture froide des forces en présence. Modernisation des arsenaux, nouveaux missiles, exercices préparatoires, silos remis en service, technologies hypersoniques qui réduisent les délais d'alerte à quelques minutes. Dans ce contexte, chaque déclaration publique devient une pièce d'un échiquier stratégique où l'on mesure plus les gestes que les mots. À Moscou, les élites écoutent, analysent, prennent note. À Washington, les signaux se multiplient sans que la transparence ne suive. Le ministre de la Défense russe déroule un inventaire précis, nom de programme, capacités annoncées, projections de portée et pose la question qui motive désormais les décisions politiques. Quelle réponse adopter si la procédure de dissuasion elle-même est mise à l'épreuve? Au milieu des échanges, une phrase officielle vient cristalliser la position. Si les États-Unis ou d'autres États partis venaient à mener de tels essais, la Russie devrait, elle aussi, prendre les mesures de réciprocité appropriées. Cette affirmation n'est pas une menace gratuite, elle est la traduction d'un principe simple de l'équilibre stratégique. La stabilité dépend de la prévisibilité, et quand la prévisibilité disparaît, la logique de contre-mesure s'impose. La suite de la réunion illustre ce basculement. Demande d'éclaircissement diplomatique adressée à Washington, analyse technique ordonnée aux services de renseignement, préparation logistique sur des sites prêts à être activés si la décision politique venait à être prise. À l'écran du Monde, on voit se dessiner une chaîne d'acteurs où chaque maillon, parlementaire, ministre, état-major, diplomate, joue son rôle pour calibrer une réponse qui soit à la fois proportionnée et dissuasive. Pour l'observateur extérieur, la question centrale demeure: assistons-nous à un alignement de postures destiné à peser dans les négociations ou à la préparation d'un réel retour aux essais? La distinction est déterminante, car l'une implique l'usage d'une parole stratégique, l'autre l'engagement d'infrastructures et de ressources capables de changer les équilibres militaires. Entre ces deux scénarios, la fenêtre de décision est courte et les conséquences potentielles, lourdes. Cette introduction n'a pas vocation à dramatiser mais à préciser. Les décisions qui se préparent aujourd'hui sont le fruit d'un calcul froid où les avancées technologiques et les options politiques se conjuguent pour redéfinir les règles tacites de la dissuasion. Reste à savoir si la communauté internationale saura imposer de nouveau des limites politiques avant que la dynamique des réciprocités n'entraîne des faits accomplis. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. À Moscou, la réunion commence dans un calme apparent. Vladimir Poutine s'adresse aux membres du gouvernement. La délégation russe revient tout juste d'un voyage officiel en Chine qu'il qualifie de visite utile et fructueuse. Mais très vite, la discussion s'oriente vers un sujet autrement plus préoccupant. Les signaux envoyés par les États-Unis sur la reprise possible des essais nucléaires. Le ministre de la Défense prend la parole. Son exposé est précis, méthodique, presque militaire dans sa structure. Il rappelle que Washington s'est progressivement retiré de tous les grands traités de désarmement. Le traité sur la défense antimissile en 2002, celui sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 2019, puis le traité ciel ouvert en 2020. Selon lui, cette série de retraits s'inscrit dans une stratégie claire: redéfinir l'équilibre nucléaire mondial à l'avantage des États-Unis. Il évoque ensuite la modernisation de l'arsenal américain. Un nouveau missile intercontinental, le Sentinelle, capable d'atteindre 13 000 km. Un sous-marin stratégique de classe Columbia, un bombardier furtif B-21 Raider, et le programme hypersonique Dark Eagle, dont la portée de 5500 km pourrait placer les cibles russes à seulement quelques minutes d'un tir lancé depuis l'Europe. À cela s'ajoutent les exercices militaires réguliers menés par Washington, comme Global Thunder 2025, centrés sur la simulation d'une frappe nucléaire préventive. Pour Moscou, ces évolutions traduisent une volonté d'affirmation militaire sans équivoque. Nous devons maintenir notre potentiel nucléaire prêt à infliger des dommages inacceptables dans toutes les situations, déclare le ministre, avant de recommander d'engager immédiatement les préparatifs d'éventuels essais à grande échelle. Le site de Nouvelles-Ambles dans l'Arctique serait déjà opérationnel. Le ministère des Affaires étrangères confirme ensuite avoir interrogé Washington à propos de ces rumeurs d'essais. La réponse américaine se résume à des phrases vagues, sans engagement concret. Mais les déclarations publiques des responsables américains, elles, ne laissent guère de doute.
Donald Trump affirme que les États-Unis reprendront les essais pour garantir la fiabilité de leur arsenal. Le secrétaire à la Défense parle d'une exécution rapide de l'ordre présidentiel. Le vice-président justifie la décision par la nécessité de tester pour s'assurer du bon fonctionnement des armes. Et le président de la Chambre des représentants estime que ces essais sont un moyen de dissuasion indispensable face à la Russie et à la Chine. Face à cette accumulation de signaux, Poutine reste mesuré mais ferme. Il rappelle que la Russie respecte toujours le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, avant de préciser « Si d'autres États s'en écartent, la Russie prendra les mesures de réciprocité nécessaires ». En d'autres termes, Moscou ne lancera rien en premier, mais ne restera pas inerte non plus. Le président charge alors le ministère de la Défense, les services de renseignement et le Conseil de sécurité de rassembler toutes les informations et de proposer un plan de préparation technique en cas de décision politique future. Le ton du Kremlin est clair. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'un avertissement. Une façon de rappeler que, dans l'équilibre mondial actuel, chaque geste de Washington aura désormais une réponse calculée. Ce qui vient de se jouer à Moscou dépasse la simple réunion ministérielle. Concrètement, le gouvernement russe a tenu un échange à huis clos autour d'un sujet d'une extrême sensibilité, la possibilité d'une reprise des essais nucléaires en réaction aux signaux envoyés par Washington. Officiellement, il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une préparation. La Russie affirme vouloir rester dans le cadre du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, tout en se réservant le droit d'y répondre si d'autres s'en écartent. En clair, Moscou met en alerte son appareil stratégique, teste sa logistique et évalue ses options. Ce n'est pas un acte isolé, mais une étape supplémentaire dans une lente érosion des accords de désarmement signés depuis la fin de la guerre froide. Depuis plusieurs années, les États-Unis modernisent leurs forces nucléaires, développent des armes hypersoniques et multiplient les exercices de simulation. Dans ce contexte, la Russie estime que l'équilibre de la dissuasion ou ce fragile mécanisme qui repose sur la peur réciproque de la destruction est en train de se déformer. Et quand la stabilité stratégique vacille, chaque puissance cherche à réaffirmer sa position. Pourquoi cet événement est-il important ? Parce qu'il marque une inflexion majeure dans les relations internationales. Si la Russie passe de la parole aux actes, même de manière limitée, cela signifierait la fin d'un tabou vieux de plus de 30 ans. Ce serait aussi le symbole d'un monde qui s'éloigne du multilatéralisme pour revenir à la logique des blocs. Chacun teste, chacun observe, chacun se protège. Les implications sont multiples. Géopolitiquement, cela renforce la méfiance entre grandes puissances et rend toute négociation de désarmement plus complexe. Économiquement, cela pourrait relancer une industrie de défense déjà florissante, au détriment d'autres priorités nationales. Et sur le plan symbolique, c'est un message clair. La dissuasion nucléaire reste, pour beaucoup d'États, la garantie ultime de souveraineté dans un monde perçu comme instable. Mais au-delà des considérations stratégiques, il faut s'interroger sur ce que cela change concrètement. À court terme, cela pourrait relancer une nouvelle course technologique entre Washington, Moscou et Pékin, avec des budgets militaires en hausse et des tensions accrues dans les zones sensibles comme l'Europe de l'Est ou le Pacifique. À moyen terme, cela risque de normaliser à nouveau un vocabulaire que l'on croyait révolu, celui des essais, des ripostes, des zones d'impact. Et à long terme, cela influence les mentalités. Les générations qui grandissent aujourd'hui entendent moins parler de coopération et plus de confrontation. Elles voient un monde où la prudence stratégique remplace la confiance, et où la peur, parfois, redevient un instrument politique. Pourtant, derrière les discours et les chiffres, il y a une réalité profondément humaine. Ces décisions ne sont pas prises dans l'absolu, elles sont le reflet de peur, de calcul, de besoins de sécurité, mais aussi de méfiance accumulée. Elles rappellent que les dirigeants, aussi puissants soient-ils, réagissent à des émotions collectives, la crainte de perdre l'équilibre, la volonté de ne pas être dominé, le besoin de prouver que l'on compte encore dans le grand jeu mondial. Et peut-être que tout cela révèle une époque où la puissance rassure davantage que la paix. Une époque où l'on bâtit des murs avant de chercher à se comprendre. Alors, que pensez-vous de cette situation ? Faut-il y voir une manœuvre stratégique ou un réel tournant historique ? Est-ce encore de la dissuasion ou déjà une provocation ? Vos avis comptent. Partagez-les en commentaire, débattez, confrontez vos points de vue parce que comprendre le monde, c'est aussi apprendre à écouter d'autres perspectives. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité,
Il y a toujours une leçon à retenir.